Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, nous allons parler d'un film américain assez spécial, qui fête ses 60 ans d'ailleurs, sorti donc en 1966, The Chase, ou en version française, La poursuite impitoyable, à ne pas confondre avec La poursuite infernale, My Darling Clementine, de John Ford. Deux titres français qui se recoupent pour deux œuvres qui ont des thématiques communes quand même, autour de cette notion de civilisation et de justice face à la violence très américaine. Mais ici il s'agit d'une réalisation de Arthur Penn, qui était quand même connu dans l'underground, on va dire ça à l'époque, qui chapeaute ici sa première grosse production avant Bonnie and Clyde, ou Little Big Man, des films qui mettent l'Amérique face à ses responsabilités historiques. C'est le cas ici aussi, mais il y a une production qui contrôle de main de fer derrière ce projet, un certain Sam Spiegel par exemple, à qui on la faisait pas à l'époque, il sortait de Laurence d'Arabie, et en effet, Arthur Penn ne sera pas très heureux du résultat final, puisque au niveau du montage, il n'aura pas eu son mot à dire. Voilà, donc il a rejeté un petit peu. Un long métrage quand même qui lui ressemble sur pas mal de points, et avec un casting très riche, puisque dans le rôle principal de ce shérif très, on va dire, incorruptible et droit dans ses bottes, nous avons Marlon Brando, qui était apparemment irréprochable à l'époque sur le tournage, ce qui n'était pas évident, mais qui n'était pas non plus visiblement passionné par le rôle qu'on lui donnait. Et pourtant, derrière les apparences, ça en dit long. Son côté impuissant aussi, évidemment. À ses côtés, Robert Redford. Tiens, parce que finalement, ce film, je l'ai choisi dans ce cycle, hommage à Robert Redford, qui nous a quitté quelques mois, tout ça. Et on le voit courir dans le film, le plus souvent, puisque c'est lui qui est en poursuite ou pas, The Chase, c'est un titre presque métaphorique. On reviendra évidemment sur ce personnage. C'est aussi la présence de Jane Fonda, qui va être en plein dilemme amoureux durant donc l'intrigue. Il y a aussi Angie Dickinson, E.G. Marshall, quelques apparitions secondaires mais marquées et marquantes parce qu'on les reconnaît, de Robert Duvall. Alors je sais pas si c'est pas l'un de ses premiers rôles à l'époque. Il y a aussi James Fox qui est très important aussi, évidemment, ici. Alors, il s'agit non pas d'un western, quoique quelque part c'est dans des codes westerniens, post ce que vous voulez, sorte de thriller spatialement renfermé sur une ville du Texas, où justement on attend, ou pas, enfin c'est un peu compliqué, le retour au pays d'un enfant local, enfin quand même adulte, un certain Bob Reeves qui vient de s'évader de prison. On l'attend. On l'attend au tournant surtout, mais bon, sur place il y a ses parents, dont notamment la mère éplorée qui a peur, évidemment. Il y a son ex-femme, enfin sa femme, enfin je crois qu'ils sont encore mariés, Anna, qui maintenant a une relation avec le fils du mania local. Il y a ce shérif, qui donc lui espère arrêter Bobby, je crois qu'il est surnommé comme ça, de façon légale, pour qu'il puisse être ramené devant la justice, et d'autres gens autour très nerveux, très énervés, très texans sur certains points, qui vont de fil en aiguille commencer à se méfier et peut-être vouloir arrêter Bubber par la force et plus si affinité. Il y a l'idée de vindicte populaire derrière. Et d'ailleurs, j'ai pas trop précisé cela, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Alors certes, scénario de Lillian Hellman, qui est quand même une autrice à poigne, qui avait son caractère, parce qu'elle a vécu des choses dans sa vie assez particulières, quand même, notamment son voyage en Allemagne, qui s'est pas très bien passé. Et c'est adapté d'une pièce de théâtre, qui a été aussi un roman, écrite par Horton Foote, qui notamment a été scénariste au cinéma de l'adaptation, en tout cas, de To Kill a Mockingbird, du Silence et des Ombres, qui parlait déjà de vindicte populaire et de racisme, bien sûr. C'est un petit peu cette idée-là. Alors, il y a énormément de trucs, c'est un film presque choral, on peut le qualifier ainsi quand même, sur pas mal de points, qui va partir un peu dans tous les sens quand même, mais c'est lié, on va dire, avec ce qui se passe pendant plus de 2 heures. Et donc on va se demander ce qui va se passer. Est-ce que ce shérif va avoir la poigne suffisante pour faire respecter la loi, ou est-ce que c'est pas le peuple vindicte intérieur qui va prendre le dessus? Très vite on comprend où ça va aller. Il n'y a pas de suspense là-dessus. Ou comment quelqu'un donc qui est vraiment très intègre, qui est à la tête de cet endroit, ne va pas pouvoir vraiment contrôler les choses, impossibilité de justice impartiale. Et c'est amusant parce que en voyant ce film, moi j'ai très vite pensé, même si c'est un peu à l'envers sur certains points, au Eddington de Harry Astor, qui pour ce film s'est inspiré de beaucoup de films.
hein, notamment de certains John Ford, mais je me demande s'il n'y avait pas un petit peu de poursuite impitoyable, pardon, on remarque une poursuite infernale aussi dans Eddington, tout peut être là, c'est très américain, quoi. Bon, je laisse ça en suspens, sauf qu'ici le shérif est donc vraiment bien et très droit, alors que dans Eddington c'est pas tout à fait le cas. Mais bref, passons. Mais en tout cas, c'est extraordinaire à quel point ça peut dépeindre, et c'est très frontal et très osé à l'époque, une Amérique profonde, notamment du Texas, avec donc, son ancien temps toujours présent, mais le shérif qui commence à être trop désuet, justement, le mania, enfin, un mania local, un banquier qui, avec son fils, essaye de récupérer du pétrole, avec une exploitation plus ou moins de travailleurs mexicains, avec aussi le racisme envers les Afro-Américains, d'avoir une forme de condescendance, on les tolère, si jamais que, mais après, à un moment, pour faire passer la rage, il y en a un quand même qui en prend pour son grade vraiment gratuitement, c'en est assez déchirant d'ailleurs, mais le film là-dessus ne fait pas de suspense. Il y a beaucoup de gens détestables sur place qui sont bloqués dans leur entre-soi, notamment bourgeois élitistes, mais ce sont ces bourgeois qui sont racistes d'ailleurs et qui exploitent. Tiens, finalement, c'est quand même toujours un peu dans une sorte d'actualité globale, hein. Les temps ne changent pas plus que cela. Dès que vous avez du pouvoir et de l'argent, vous méprisez les plus faibles et souvent ceux qui ne sont pas comme vous. Et vous les exploitez. Voilà, et vous voulez le pouvoir, au-delà même de toute justice. Bien sûr, on comprend. Donc finalement, ce film j'ai envie de dire, a entre guillemets très bien vieilli, quand bien même, justement, on sent que... Moi, je pense qu'il y a un problème au niveau du montage et de l'ensemble, et je peux comprendre qu'Arthur Penn l'ait rejeté sur ce point-là, parce qu'il aurait peut-être fait des choses... Il aurait fait d'autres choix, qu'à certains moments, tu te dis, ça exploite pas assez, ça, tiens, il y a ça, on passe de ça à ça. Alors, on comprend, hein, c'est la communauté ici qui est brassée, c'est presque anti-John Ford sur certains points, mais il y a un geste fordien aussi. Mais des fois, tu t'intéresses moins à certains axes que d'autres. Quand bien même, il y a des trucs qui sont assez délirants. Moi, beaucoup de tristesse, entre guillemets, et pourtant, hein, c'est un personnage très ambigu. Autour du personnage de ce Robert Duvall, là, avec sa femme qui va flirter avec un autre gars, alors qu'ils sont en train de picoler tous, en attendant qu'eux, et avec cette picole derrière, ils vont se transformer en vindicte absolue. Tout ce qui peut se passer là. Il y a des codes du western, hein, notamment la bigote, là, pas mal de petits trucs qui font que c'est quand même un endroit de perdition hein, totale, hein, qui sont au-delà de tout et à qui tout leur est dû. Et évidemment, on en vient presque à plaindre, oui, le personnage de Bobby Bobber, parce que peut-être qu'il a été accusé à tort, et en fait, bon, je reste vague, mais bon, c'est peut-être un peu l'idée. Et même dans son évasion, on sent que c'est pas lui qui maîtrisait les choses, parce que on le voit au début du film, il s'évade avec quelqu'un d'autre qui va le laisser seul après avoir tué. Donc il va être accusé en plus de ce crime qu'il n'a pas commis. Enfin c'est terrible. Et on sent très vite que le personnage de Robert Redford, peut-être qu'il a été embrigadé, voilà, je sais pas, c'est son compagnon de cellule, il a quitté, bon voilà, alors qu'il lui restait que quelques mois à purger de sa peine. Il n'y avait aucun sens qu'il fasse ça. Aucun sens, il serait revenu après. Alors comment il aurait été accueilli? Bonne question. Mais il serait revenu. Et en attendant, sa compagne visiblement ne l'attend pas. Parce qu'elle est tombée sous le charme du fils du mania. Il y a une sorte de triangle amoureux assez improbable à distance qui se met en place. Parce que ce fils du mania en question, c'était un ami proche de Bobber. Donc vous pouvez imaginer de toute façon que même s'il était sorti de prison normalement, il y aurait eu une autre forme de tragédie derrière, et une autre forme de film qu'on aurait pu imaginer et fantasmer. Mais non, là on est dans la violence, dans la précipitation, dans l'urgence totale, et le voir courir et tout. Alors c'est intéressant de voir, c'est totalement des plans à part à la fin quand il va revenir évidemment, mais Robert Redford qui essaye de, voilà, notamment il montre un moment dans un train, il pense aller au Mexique, mais les Mexicains là ils disent non c'est de l'autre côté, nous on va aux États-Unis. Hein. Idée de flux inversé, lui il veut fuir, les autres veulent aller aux États-Unis, ils savent pas ce qu'ils les attendent vu comment ça se passe. Mais bon, peu importe. Et les gens sont dépassés par les événements en fait, pratiquement tous, ceux qui veulent par la force faire n'importe quoi. Ça va aller crescendo là-dessus avec un final très explosif. Hein. Et le shérif qui veut à tout prix encore y croire et qui de toute façon va très vite être face à la nouvelle réalité, j'ai envie de dire. C'est vrai que dans le découpage c'est spécial quand même, mais c'est un film qui est pour moi intense sur un point. Il a ses défauts, il a ses imperfections, mais il est marquant. Parce que Arthur Penn, bon, il pose quand même quelque chose. Il pose son regard sur l'Amérique, même si ce n'est pas son scénario, même s'il n'a pas géré la post-prod. Il y a quand même des trucs qui ne trompent pas. Et tu as un peu l'impression que ce qu'il va faire après, donc Bonnie and Clyde, va être la vengeance indirectement
est-ce qu'il n'a pas pu vraiment totalement maîtriser là, oui ou non, et que quelque part, dans la poursuite impitoyable, il y a déjà des éléments de ce nouvel Hollywood qui va indirectement lancer, hein, bon après quel est le premier film du nouvel Hollywood, hein, débat ouvert, avec donc celui qui fera après. Et quelque part, s'il avait eu le contrôle total et général sur ce film, ça aurait été peut-être celui-ci, le chantre de ce nouvel Hollywood naissant, peut-être. Parce qu'il y a des scènes qui ne trompent pas, mais par moments on est un peu trop dans certains stéréotypes encore de l'époque, quand bien même le film justement ose. Et ce qui fait qu'il a été mal reçu à sa sortie, peut-être pas assez poussé, puis après il va être un petit peu effacé par l'arrivée de ce nouvel Hollywood, enfin dans le, on va dire dans l'idée qu'il soit vraiment frontal, il l'est, mais derrière il y aura ce qu'il y aura, quoi. Et parce que évidemment beaucoup de gens du sud des États-Unis notamment rejetteront cette œuvre, qui les mettra face à une sorte de réalité quand même, en jugeant les choses trop caricaturales et stéréotypées, alors que pas du tout en fait, pas tant que ça, pas tant que ça. Il faut quand même l'avouer et être honnête. Donc, c'est terrible. Enfin, le destin de ce long métrage qui aurait dû être tout autre, même si évidemment depuis, il a quand même gagné son statut de film culte, parce que avec ce côté peut-être un peu malade par moment, mais encore c'est un mot très large, parce que c'est vraiment très réussi, hein. Il y a des trucs, quoi. Et c'est presque une forme de frustration d'eux, mais finalement cette frustration fait que ce film il est assez fascinant sur pas mal de points. Bon, je vais pas aller sur la prestation des acteurs et tout, moi je trouve que Marlon Brando est assez digne là dans ce qu'il fait. Dans un rôle aussi qu'on peut rapprocher à, je sais pas, ouais, enfin, un rôle à la High Noon, vous savez, hein, de Zimmerman de 1952, je pense que c'est une autre influence, avec ce shérif local qui ne peut pas, hein, qui est isolé face à la menace, et qui est abandonné face à la vindicte un peu, ou par la communauté, qui ne croit plus en lui. Il y a un peu de ça aussi, je pense, hein, le train sifflera 3 fois, dans les influences. On peut penser aussi au côté vindicte, si vous voulez, de Fury de Fritz Lang, ou The Oxbow Incident de Wellman, mais c'est tout autre quand même. C'est beaucoup plus... Ouais, c'est plus sombre, même presque, j'ai envie de dire sur certains points, quoique non. C'est plus bizarre, surtout, c'est plus... Il y a quelque chose de... On voit une forme de frustration humaine, là, de violence américaine locale, presque incestueuse. C'est vraiment un film sur le mal États-Unis, hein, ça aussi, tiens, maintenant que j'y pense, c'est à peu près évident. Spoiler pour un truc, quand même. Donc, évidemment, à la fin, tout va mal, tout explose, tout part en cacahuète ultime, avec la vindicte populaire d'abord qui va aller tabasser le shérif. Scène assez... Waouh, là, c'est du nouvel Hollywood, presque. C'est une violence à la nouvelle Hollywood, c'est une violence qui préfigure Bonnie and Clyde, même si c'est différent, mais c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose. T'as l'impression que c'est une vraie baston. Alors, non, hein, c'est du cinéma, mais voilà. Avec derrière la vision subjective du personnage de Marlon Brando qui, à travers le sang qui coule dans ses yeux, voit le visage déformé de ces gens en face, de vindictes qui n'ont plus rien d'humain, en fait, hein, qui sont des monstres humains. Il y a ça, et puis après, derrière... Toute cette histoire, quand Bobby arrive dans la casse automobile, la fourrière, la junkyard, bah, tout le monde va voilà, les retrouvailles compliquées, avec son ami et sa compagne, bon, compliqué ou pas en fait, dans l'urgence finalement on n'en parle pas trop, puis derrière la vindicte qui arrive sur place, notamment avec une jeunesse hein, aussi, et qui veulent... Il y a des jeunes qui veulent posséder une de leurs amies, là, enfin, une baston de coq, là, et derrière, avec des fumigènes et tout, ça fout le feu. C'est de la folie. Alors, ils ont tous picolé, hein, c'est lamentable, en fait. Et évidemment, ça va exploser, il va y avoir du mort, et derrière, la désolation. Bon, finalement, le shérif intervient, dans une scène anti-prémisse de Apocalypse Now. Hein. J'ai pensé au niveau de la photographie et tout, mais c'est Marlon Brando qui vient vers le personnage Robert Redford, qui pourrait être... quelque part, ça pourrait rappeler quelque chose de ce qui sera fait après, mais c'est du hasard, à moins que Coppola ait beaucoup aimé le film, mais bon, après visuellement c'est peut-être pas, voilà, c'est des connexions de cinéma indirectes et involontaires et inconscientes, peut-être. Mais oui, bon, mais finalement le shérif a le dernier mot, il l'arrête, il va pouvoir l'amener à la justice quand même, mais non, non, non. Le geste final est tellement désemparé, il y a un des membres de la vindicte qui va aller tuer notre cher Bobby. Voilà, qui est amené sur le pas de la prison, du tribunal, ou je sais plus. Et c'est vrai que ce film, il est ancré dans une époque. On est 3 ans à sa sortie, en tout cas, un peu moins, du coup, 2 ans et demi, même enfin, un peu plus de 2 ans, donc, après l'assassinat de Oswald, qui était l'assassin de Kennedy, c'est exactement ça, en fait. C'est un peu l'impression que, voilà, il y en a un qui va se faire justice lui-même. Et je pense qu'il y a un écho historique là-dessus. Et quand on pense que ce film est placé, pas pile entre, mais entre quand même l'assassinat de Kennedy, puis Oswald après
justice populaire, on va dire ça comme ça, parce que c'est peut-être plus compliqué. Hein. Et après, on épile donc, après, entre cet assassinat-là et les assassinats de Malcolm X ou de Martin Luther King. Bon, la violence américaine, avec des gens qui se font justice eux-mêmes, on y est en plein dedans. Cette terrible fin avec le shérif qui part, qui quitte la ville. Il n'a plus rien à faire là avec sa femme. Voilà. Il a perdu, ils s'en vont. Et puis la pauvre Anna toute seule, parce qu'elle a perdu ses deux amoureux, si vous voulez, et dans un état très très bonne Jane Fonda, hein, seulement sur cette scène-là. C'est un film assez violent et qui n'épargne rien de ce Texas-là en tout cas. Évidemment, tous les Texans qui ont vu le film l'ont rejeté, c'est à peu près normal, quoi. Mais bon, je fais Amazon spoiler. Ouais, c'est un film intéressant de Chase, la poursuite donc impitoyable, pas infernale, précisons-le. Les titres français comme ça, mais bon. C'est amusant quand même ici. Je pense que c'est un choix volontaire de vouloir le rapprocher à celui de Ford, hein, de la part des traducteurs de l'époque, mais bon, s'ils ont vu le film en tout cas. Ben, c'est un Arthur Penn intéressant. Mais c'est sa première incursion donc, dans le cinéma à budget. Voilà, parce que il faudrait que je voie ses films précédents, parce que apparemment il était déjà quand même bien réputé. Influencé par la nouvelle vague, je crois même, hein, presque, il me semble, hein, dans ses précédents travaux. Mais là, oui, il va rejeter parce que oui, d'accord, mais peut-être sans ce film, il n'aurait peut-être pas fait frontalement ce qu'il fera après. Donc ça, c'est bien de voir aussi ce parcours-là. Et non, mais franchement, il faut le voir. Voilà, la poursuite impitoyable de Chase, parce que c'est assez passionnant sur ce que ça peut dire sur une Amérique profonde de l'époque, qui clairement n'a pas beaucoup évolué, peut-être. Voilà, il y a des films derrière qui retritureront autrement ce Texas-là. Alors je pense évidemment à Massacre à la tronçonneuse, mais alors c'est très différent. Mais bon, ou évidemment, plus récemment Eddington, si vous voulez, bien sûr. Même si, hein, mais bon, l'Amérique trumpiste d'aujourd'hui, finalement, n'est pas éloignée de ce que certains de ces habitants-là peuvent faire. Bon, c'est l'Amérique profonde quoi, du Sud, hein, l'Amérique profonde tout court. Il se passe quelque chose là-dedans que parfois les caméras n'osaient pas forcément recréer en fiction, et sur lesquels on pourrait ne pas croire, et pourtant, c'est comme ça. C'est toute une histoire, c'est le cas de le dire. Allez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier, comment vous le situez dans la carrière d'Arthur Penn, et aussi peut-être dans les prémices potentielles de ce nouvel Hollywood. Je vous laisse la parole là-dessus, et je vous dis à la prochaine. Ciao.